Est-ce que vous m'entendez? Bien, et vous voyez bien sûr le partage. Alors, je vais commencer. Donc, la dernière fois, on va continuer sur l'introduction générale. Donc, la dernière fois, si vous vous rappelez, on avait commencé à parler d'une communication entre deux machines que nous avons appelées Ibn Sina et Ibn Rushd, et entre lesquelles on a utilisé trois applications, en fait, qui ont des caractéristiques différentes, pour montrer un certain nombre de choses qu'on peut avoir dans un réseau. Nous avons dit qu'il y avait un échange de données entre les deux machines en se basant soit sur le protocole UDP ou bien TCP. Et bien sûr, ça diffère, ça dépend des applications et des exigences de ces applications-là. Et nous avons parlé de la notion d'adresse aussi, les trois types d'adresses, adresse physique, adresse logique et adresse symbolique, et les différentes conversions qui se font entre les différentes adresses pour pouvoir permettre la communication entre deux machines. Nous avons aussi parlé des échanges qui se font, d'accord? Nous avons dit que lorsqu'une machine veut contacter une autre machine, la communication ne se fait pas directement, mais il y a d'abord une communication avec le serveur DNS, puis après, une fois qu'on récupère l'adresse MAC du DNS, on va communiquer avec la machine DNS, puis on va récupérer l'adresse IP de la machine destination à partir de son adresse symbolique. Et puis enfin, on doit récupérer l'adresse MAC aussi, l'adresse physique de cette machine-là pour pouvoir communiquer avec cette machine. Donc il y a plusieurs échanges qui se font. Toujours en suivant avec l'exemple, si jamais il y a un problème de communication entre les deux machines, d'accord? Donc quel serait comment on va déduire d'où vient le problème? Parce qu'on est dans un réseau, il y a un problème de communication, on n'arrive pas à faire communiquer deux machines, donc d'où vient le problème? Alors il y a deux possibilités, soit la cause, ça vient de l'application elle-même, il y a un problème au niveau des applications qui communiquent, ou alors problème de réseau, d'accord? Donc là encore, on peut distinguer ces deux problèmes-là. D'accord? Il y a deux possibilités qu'il faut distinguer. Soit le problème il vient de l'application, soit le problème il vient du réseau. Alors comment on va savoir quelle est la source du problème? C'est pourquoi dans la pile de protocoles TCP/IP, il y a un certain nombre d'utilitaires, un certain nombre de protocoles, d'utilitaires qui permettent de vérifier la connectivité du réseau. Est-ce que le réseau est opérationnel ou pas? D'accord? Et puis après, si on arrive à montrer que le réseau il fonctionne correctement, donc on va jeter la balle dans le camp de l'application elle-même. Si le réseau est fonctionnel, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau des applications elles-mêmes. Et parmi justement ces utilitaires, dont on parlera par la suite, c'est justement l'utilitaire ping. Alors ping, que tout le monde utilise et que tout le monde connaît, c'est un utilitaire, c'est un programme qui permet de vérifier est-ce que une machine est connectée au réseau et est-ce qu'elle est bien configurée d'un point de vue réseau. Donc là, il faut faire attention, quand on fait un ping sur une machine en utilisant son adresse IP, vous faites un ping, puis l'adresse IP de la machine destinataire, ça revient à faire quoi? Ça revient en fait à envoyer une série de messages. En fait, c'est des paquets ICMP. Alors, vous vous rappelez, l'autre fois, on avait parlé rapidement de ICMP, c'est un protocole qui se trouve au niveau réseau et qui complète le protocole IP. Son rôle, c'est de gérer les messages d'erreur et les messages de contrôle. La définition, la dernière fois.
C'est la gestion des messages de contrôle et les messages d'erreur. Dans le cas le ping, ce n'est pas un message d'erreur, mais c'est un message de contrôle. On envoie des paquets ICMP à la machine destinataire pour savoir est-ce qu'elle est fonctionnelle ou pas, est-ce qu'elle est opérationnelle ou pas. Bien sûr, cette machine-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous renvoyer les paquets qu'on lui a envoyés en écho. Donc, on parle ici d'envoi avec écho. Vous envoyez et la machine destinataire vous renvoie les paquets que vous lui avez envoyés. Généralement, on utilise un certain 4, par exemple, messages, 4 paquets ICMP qui sont envoyés dans le sens source destinataire, puis après le destinataire, il nous renvoie ces paquets. Donc, si le ping se passe correctement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que la machine destinataire, le réseau est fonctionnel. C'est ça ce qu'on peut dire. Le réseau, physiquement, il marche, puisqu'il a permis d'envoyer des données, des messages, de la source vers la destination. Et en particulier, on peut dire que sur les deux machines, la configuration jusqu'à la couche 3 est correcte. Les deux machines sont bien configurées de la couche 1 jusqu'à la couche 3, jusqu'à la couche réseau. Pourquoi? Parce que ICMP, il envoie des messages en court-circuitant il n'utilise aucune application, autrement dit. D'accord? Il n'utilise aucune application. Il envoie des paquets directement de la couche réseau, IP, vers la couche IP de la machine destinataire. Et donc, les 3 couches 1, 2, 3 du modèle OSI, l'équivalent diagramme au niveau IP, Léoma IP et la couche accès réseau, sont opérationnels. Si on envoie les paquets et ça nous revient sans aucun problème, c'est que le réseau est bien configuré. Et donc, s'il y a un problème, c'est forcément à cause de l'application elle-même, qui n'arrive pas à accéder à la destination, par exemple. Donc, c'est ça ce qu'on peut dire concernant l'utilitaire ping. Bien sûr, il y a d'autres utilitaires qui sont, si vous voulez, donnés à l'administrateur du réseau, qui sont offerts à un administrateur de réseau pour faire un diagnostic du réseau. Parce que lorsqu'il y a un problème, on veut savoir c'est quoi la cause, c'est quoi la raison, pour pouvoir résoudre ce problème. Donc, on a un exemple, puisqu'on est en introduction générale, on va après voir d'autres exemples, après, comme Traceroute, etc. Ce sont donc des utilitaires qui sont offerts. Donc, pour vous dire que dans TCP/IP, il y a un ensemble de protocoles de communication, comme TCP, comme UDP, comme IP, comme etc. Il y a des applicatifs, comme des applications, on a des protocoles au niveau applicatif, comme HTTP, comme SNMP, comme etc. Mais il y a aussi des utilitaires comme ICMP, comme, voilà, comme le protocole PING qui se base sur ICMP et qui permet de détecter s'il y a des problèmes au niveau du réseau. Alors, continuons toujours sur notre exemple. Autre problème, dans notre exemple, les 3 applications expédient des paquets vers Ibn Rushd. D'accord? Si vous vous rappelez, la machine Ibn Sina, on accède vers la machine Ibn Rushd. C'est les applications dont on a parlé. Le web, le transfert de fonds et les annonces. Alors, il y a 3 applications. D'accord? À la destination, lorsqu'on arrive sur Ibn Rushd, qui est une seule machine, on doit savoir à quelle application remettre les données. Mais qui on a des données qu'on reçoit sur la machine Ibn Rushd, donc les données, on doit les fournir, on doit les passer à une des 3 applications. Soit l'application de transfert de fonds, soit l'application des annonces, soit le serveur web. La question d'abord qui va se poser, comment on va distinguer lorsque je reçois un paquet de données ou un segment de données, à quelle application je dois le fournir? Alors, comment on peut distinguer déjà? On peut, par exemple, distinguer par les adresses IP et MAC. Dans ce cas-là, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les 3 applications, ils vont vers la même machine, qui est la machine Ibn Rushd. Et par conséquent,
Donc, il faut un autre moyen pour distinguer entre les applications. Alors, quel est le moyen qui est utilisé au niveau de TCP/IP? C'est la notion de numéro de port. Alors là aussi, on a donné une notion dont on parlera en détail lorsqu'on arrivera à la couche transport, lorsqu'on parlera de TCP et UDP. Là, on est en train de donner des flashs pour montrer en fait l'intérêt ou qu'est-ce qui nous attend au niveau du TCP/IP. Donc, dans TCP/IP, dans la pile de protocole TCP/IP, lorsqu'on arrive à la destination, on reçoit un paquet de données, il faut le fournir à une application particulière. Comment savoir quelle application? C'est en se basant sur le numéro de port qui est transféré aussi dans le segment qu'on reçoit, le segment de données qu'on reçoit. D'accord? Donc, par exemple, ici, si je prends le cas de notre application, il y avait 3 applications, les annonces, le transfert de fonds et l'application web. L'application des annonces utilise le protocole UDP. Par contre, les 2 applications, transfert de fonds et web, utilisent un même protocole TCP. Et ce protocole TCP doit fournir les données à une application, une des deux, soit le web, soit transfert de fonds. Donc, pour les distinguer, on a un numéro de port. Et c'est pourquoi chaque application, au niveau de TCP/IP, elle possède un numéro de port unique qui permet donc de distinguer entre les différentes applications. Alors, je vais peut-être montrer ça sur un exemple, sur un schéma, puisqu'on n'est pas en classe et on ne peut pas schématiser au niveau du tableau. Si je prends ce cas-là, par exemple, d'accord? Si vous regardez l'exemple, est-ce que vous voyez le schéma que j'ai projeté? Oui ou non? Oui, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on regarde ici? Qu'est-ce qu'on remarque? Vous avez par exemple, là, on va se limiter au protocole de la couche transport. Là, bien sûr, c'est la couche réseau, network layer. Soit, ça peut être soit IPv6, soit IPv4. Pour l'instant, on parle de IPv4, IP en version 4. Donc, on a un seul protocole اللي غيكون هنا واحد في هاد الجوج ما يكونش يكونوا بجوج واحد فيهم soit IPv6 soit IPv4. Puisqu'on parle d'IPv4, donc là, au niveau réseau, vous avez le protocole IPv4. D'abord, au niveau transport, on a 2 protocoles. On a soit TCP, soit UDP. Donc, lorsqu'on reçoit des données du protocole IP, le protocole IP, soit il va les donner à UDP, soit il va les donner à TCP. Bien sûr, on va voir ça dans le paquet IP, le protocole à qui il doit fournir les données. Donc, soit l'UDP, soit le TCP. D'abord, le problème, c'est que parfois, une fois qu'on est sur, par exemple, TCP, il y a plusieurs applications possibles. Non, il y a des applications standards, ou des protocoles standards comme FTP, comme SSH, comme Telnet, HTTP, HTTPS, DNS, TFTP, SNMP, etc. Vous avez le choix entre plusieurs protocoles possibles. Nous, dans l'exemple ديالنا هضرنا على HTTP, le web, وهضرنا على 2 autres protocoles اللي ما كاينينش في هذه la liste هذه parce qu'ils ne sont pas standards, à savoir transfert de fonds, transfert d'annonces. D'abord, TCP, lorsqu'il reçoit un segment de données, pour qu'il puisse savoir à quelle application il va le fournir. J'ai un segment de données, واش يعطي le FTP, ou يعطي le SSH, ou يعطي le Telnet, ou le HTTP, etc. Ou le transfert de fonds, avec l'application ديالنا, ou le web, etc. Comment il va faire la distinction? Alors, la distinction se fait sur la base d'un numéro de port. Vous voyez les numéros اللي كاينين هنا? Voilà, les numéros de port qui identifient les applications. D'accord? Chaque application, chaque protocole au niveau applicatif lui correspond le numéro de port unique, d'accord, qui permet donc de distinguer les applications.
Et donc, TCP, on dit qu'il fait du multiplexage, ou là du démultiplexage. Parce qu'il reçoit les données de les protocoles KMLI, par exemple pour TCP هادو كاملين كيستعملوا TCP, à savoir FTP ou SSH ou Telnet ou HTTP ou HTTPS. Ou une version de DNS, c'est-à-dire كتستعمل TCP, وكاينه une autre version ديال DNS كتستعمل UDP. وعندنا TFTP كيستعمل UDP, وعندنا SNMP, protocole de gestion de réseau, il utilise UDP. TFTP, c'est un transfert de fichiers. وكاين واحد اخر كاين deux versions ديال transfert de fichiers, وحده qui se base sur TCP وحده qui se base sur UDP. L'essentiel ici à retenir, c'est que on distingue les applicatifs ou les applications ou les protocoles du niveau applicatif par leur numéro de port. Par exemple, FTP, le numéro de port associé là est 21. SSH, Secure Shell, c'est 22. Telnet, c'est 23. HTTP, c'est 80. HTTPS, c'est 443. Le DNS, c'est 53. Alors, DNS 53, les deux versions, que ce soit UDP ou la TCP. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez, il y a ce qu'on appelle un numéro de port qui identifie chacune des applications. Alors, on revient maintenant sur notre discussion. Donc, il y a le numéro de port qui distingue les différentes applications. Donc, vous voyez ici, l'exemple introductif, il nous a montré plusieurs choses. Il nous a montré qu'on peut avoir plusieurs types d'applications. On peut se baser sur différents protocoles. Les applications peuvent avoir des exigences qui sont différentes. Il y a plusieurs niveaux d'adresse. Il y a des utilitaires dans le réseau qui permettent soit de contrôler le réseau, soit de détecter les erreurs, etc., et les résoudre par la suite, etc. Donc, vous voyez, c'est ça, si vous voulez, l'exemple qui nous montre comment fonctionne TCP/IP. Bien sûr, on a beaucoup de notions, on a anticipé sur beaucoup de choses, les radioles en détail par la suite. Je vous donne des flashs. Alors, on joue d'abord la définition du TCP/IP. Mais quand on parle de TCP/IP, qu'est-ce qu'on entend par ça? Alors, d'abord, TCP/IP, c'est Transmission Control Protocol, Internet Protocol. TCP, IP. En fait, c'est un protocole, ou c'est un autre protocole. C'est le protocole niveau réseau, c'est le protocole niveau transport. Alors, le nom a été, comme je l'ai dit l'autre fois, a été utilisé au départ comme ça, on l'a gardé. Mais ça ne désigne pas seulement ces deux protocoles, mais ça désigne un ensemble de protocoles standardisés et conçus pour les réseaux, pour le réseau ARPANET au départ, parce que Internet au début s'appelait ARPANET, vers les années fin des années 60, début des années 70, mais son nom va changer, d'accord, en Internet, et on va parler de ça après. Alors, lorsqu'on parle aussi de TCP/IP, c'est un protocole de réseau qui est utilisé dans la plupart des entreprises. C'est un protocole de réseau qui est routable et standard, et le plus complet et le plus utilisé. Donc, la plupart des grands réseaux utilisent la pile de protocole TCP/IP pour leur communication. Alors, aujourd'hui, tous les systèmes d'exploitation, les OS actuels, ils intègrent TCP/IP dans leur noyau. Avant les systèmes d'exploitation ne supportaient pas nativement la pile de protocole TCP/IP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que TCP/IP, c'est un logiciel qu'il faut installer après. Vous avez votre machine avec un système d'exploitation, que ce soit Unix ou autre, et il faut installer TCP/IP. Depuis les années 90, ce n'est plus le cas. TCP/IP, il fait partie intégrante des systèmes d'exploitation. Les systèmes d'exploitation, et au départ, dans leur noyau, ils intègrent la pile de protocole TCP/IP parce que c'est devenu un standard et tout le monde l'utilise. Alors, on parle aussi du TCP/IP comme étant une technologie permettant la connexion des systèmes et des réseaux hétérogènes. Parce que ça, c'est une définition que nous avons donnée au départ lorsqu'on avait dit que Internet, c'est quoi?
c'est un ensemble de réseaux physiques qui sont interconnectés entre eux. D'accord? Alors, vous avez Ethernet, Token Ring, X25, Frame Relay, FDDI, etc. Tout ça, c'est des réseaux physiques qui existent. Et Internet, il est venu pour interconnecter. D'ailleurs, networking, c'est Internet. Donc, il permet d'interconnecter un ensemble de réseaux physiques entre eux, sachant que ces réseaux-là sont hétérogènes. C'est ça l'apport principal d'Internet. Internet, Rajaf, aide le sens. Avant, il y avait un ensemble de réseaux locaux qui étaient indépendants. Chaque établissement, chaque, on va dire, école, université, etc., ils ont leur propre réseau. L'idée, c'est quoi? C'est comment interconnecter ces réseaux entre eux. D'accord? Et pour les interconnecter, justement, on a utilisé la pile de protocole TCP/IP pour permettre l'interconnexion de ces différents réseaux entre eux et rendre l'ensemble des réseaux, ces centaines de milliers de réseaux, les millions de réseaux qui existent, comme étant un seul réseau logique, d'accord, qu'on appelle Internet. Bien. Alors, il y a aussi, on a parlé de l'API socket qui est utilisée à la base des applications client-serveur qui tournent sur le réseau Internet. La plupart des applications sont de type client-serveur. Ça veut dire qu'il y a un programme client qui demande un service et un autre programme qu'on appelle serveur sur une machine quelconque dans le réseau. Et la communication de ces deux programmes se fait généralement en se basant sur les sockets. L'API socket, c'est une API, c'est une interface de programmation d'applications qui permet de développer des applications client-serveur. Alors, on peut aussi dire que TCP/IP, c'est le moyen d'accès à Internet avec grand I. On peut remarquer une chose, généralement, lorsqu'on parle d'Internet avec un I majuscule, ça désigne le réseau Internet global que tout le monde connaît. Internet, partout, c'est Internet, c'est le réseau global. On peut parler d'un Internet avec un petit i. D'accord? Alors, un Internet, c'est quoi? Avec i minuscule. C'est tout réseau, n'importe quel réseau. On ne connecte à Internet avec i majuscule. C'est tout réseau qui utilise la pile de protocole TCP/IP comme moyen de communication, comme protocole de communication. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je peux créer un réseau qui est local, qui est indépendant, qui n'est pas connecté à Internet. Au fait, le réseau, on utilise la pile de protocole TCP/IP comme moyen, comme protocole de communication entre les machines de le réseau. Alors, le réseau, on peut l'appeler un Internet. C'est un Internet avec I minuscule qui est à part. Par contre, Internet avec I majuscule, c'est l'Internet global que tout le monde utilise et que tout le monde connaît. Bien, revenons un petit peu maintenant à l'historique rapidement. Donc, l'apparition, le début du réseau Internet, avant, comme j'ai dit, ça s'appelait ARPANET, le network d'ARPA, du DOD. Le DOD, c'est le Department of Defense, ou bien le ministère de la Défense américain, qui a créé ce réseau-là et qui l'a appelé ARPANET. D'accord? Pour dire Advanced Research Project Agency Network, ou là, si vous voulez, c'est un réseau du ministère qui a été mis en place et financé par le ministère de la Défense américain, dont l'objectif de permettre de garder les communications, généralement pour des raisons sécuritaires et militaires. On était à l'époque dans la période de la guerre froide entre les États-Unis d'une part et l'Union soviétique
à l'époque, qui s'appelle aujourd'hui l'URSS, ou bien la Russie, bien sûr qui a été un peu, on va dire, euh, qui a été désintégré en fait. Il y a plusieurs pays qui sont sortis de l'Union soviétique qui sont maintenant indépendants. ولكن هذا c'est l'histoire, mais l'essentiel quand la guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique. L'idée, bien sûr, on avait peur à l'époque d'une guerre nucléaire entre les deux pays. Et donc, les Américains ont pensé à mettre en place un réseau clandestin, mais et qui permet la communication si jamais quand il y a une attaque nucléaire de la part des soviétiques. D'accord? Parce que parmi les premières choses qu'on attaque dans une guerre comme ça, c'est d'attaquer les communications. Lorsqu'on attaque les moyens de communication d'un pays, on va l'isoler. On va isoler, si vous voulez, l'état-major du pays par rapport aux militaires, par rapport aux soldats, par rapport, etc. Et donc, on va, en quelque sorte, l'affaiblir. Donc, parmi les choses, on a pensé à mettre en place un réseau dans ce sens. Au cas où le réseau de télécom des États-Unis soit attaqué, on peut utiliser ce réseau-là, qui s'appelle ARPANET, comme moyen, comme alternative de communication. C'était ça au départ, l'idée. Et donc, dans les années 70, au début, on a commencé à, si vous voulez, mettre en place, à développer les spécifications de TCP/IP, donc les protocoles. Au début, on a démarré avec 4 nœuds seulement, donc l'Internet, il a démarré avec 4 machines, 4 nœuds. Puis après, dans les années 80, Unix BSD, donc c'est une version d'Unix de l'université de Berkeley, a développé le protocole TCP. Avant, on utilisait un autre protocole qui s'appelait NCP, qui a été remplacé par TCP. Et donc, TCP/IP était opérationnel 10 ans avant le modèle OSI. Les années 80, début des années 80, on a commencé à voir la mise en place du modèle OSI de l'ISO. Vous voyez, donc TCP/IP est plus ancien que l'OSI. D'ailleurs, je vous avais dit une fois lorsqu'on faisait le cours sur le modèle OSI qu'il a été inspiré de TCP/IP. À l'origine, c'était TCP. D'ailleurs, beaucoup de gens qui ont participé à la mise en place de la pile de protocole TCP/IP ont aussi participé à la mise en place des couches de l'OSI, du modèle OSI qui a été standardisé. Alors, les années 83, TCP remplace NCP définitivement dans ARPANET, avant qu'un objet, je me NCP ou la TCP. D'ailleurs, c'est ce qu'on espère qui va arriver aussi avec IPv4 et IPv6. D'abord, les deux existent. Principalement, c'est IPv4 qui est le plus utilisé, mais on espère que dans les quelques années à venir, IPv4 va disparaître et il va être remplacé par IPv6 et on discutera ça lorsqu'on parlera de IPv6, pourquoi on doit passer à IPv6, etc. Et aussi, une chose importante qui est arrivée, c'est que ARPANET a été subdivisé en deux sous-réseaux, en deux réseaux indépendants, plus ou moins. Un réseau qui a continué à s'appeler ARPANET et qui est destiné aux chercheurs, aux ingénieurs, aux enseignants, etc. Et un autre qui s'appelle MILNET, qui existe toujours aujourd'hui, mais qui est spécifique, qui est utilisé seulement par les militaires. Parce que bien sûr, ils ont deux philosophies différentes, les militaires avec les chercheurs. Les chercheurs, en général, ils ont l'esprit de partage, ils veulent faire évoluer les choses, mais avec collaboration de l'ensemble de la population, c'est-à-dire les chercheurs du monde, etc. Les militaires, non, ils veulent garder des choses confidentielles. Et c'est pourquoi le réseau a été subdivisé. Donc, MILNET, c'est un réseau des militaires, et ARPANET, c'est ce qui va devenir Internet par la suite. Alors, à partir de ce moment-là, ARPANET commence à être connu et beaucoup
d'universités, beaucoup d'écoles, etc., se sont connectés à ce réseau-là, ARPANET, d'abord aux États-Unis, puis après en Europe, donc en particulier en Grande-Bretagne en premier, puis la France, etc. Et on a commencé à voir l'évolution du nombre de machines de l'Internet. Donc, les années 90, ARPANET ne s'appelle plus ARPANET, puisque maintenant il dépasse le cadre des États-Unis, donc pas les États-Unis, ou là, dans d'autres pays dans le monde, la Grande-Bretagne, la France, donc en Europe, en Allemagne, puis en Australie, puis après, quelques années après, en Afrique aussi. Et c'est pourquoi il devient Internet. Il s'appelle Internet. Donc, vers le début des années 90, beda le nom d'Internet. Avant, c'était ARPANET. Alors, mais toujours, Internet est resté plus ou moins l'apanage des spécialistes. Je connais qui se connectent à Internet, c'est les chercheurs, c'est les ingénieurs, c'est les spécialistes, les informaticiens en général, qui utilisent ce réseau-là. Mais avec le développement du World Wide Web par Tim Berners-Lee, qui est un ingénieur et chercheur suisse à Genève, donc dans un labo de recherche à Genève, il avait développé la technique du World Wide Web, qui consiste à quoi? À rendre un document hypertexte, la notion d'hypertexte. L'idée, c'est quoi? C'est de rendre la navigation sur le réseau un peu plus simple. Avant, si on veut accéder à quelque chose, ou envoyer un message, ou la recevoir, ou la chercher une information, tout se fait sous forme de commandes. Il faut connaître les commandes, etc. Et ça, c'était donc un peu compliqué, et seuls les spécialistes peuvent utiliser ça. Mais avec le World Wide Web, ça devient plus simple. Un document, ou là, si vous voulez, de l'hypertexte. Un texte a plusieurs dimensions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un document donné, vous pouvez cliquer sur un lien qui vous emmène vers un autre document qui peut être sur une autre machine dans un autre pays. Je suis en train de lire un document, classiquement, d'une manière séquentielle, de la page que je vous présente, 69, 72, il y a ça, 80, il y a ça, etc. Et l'hypertexte, ça veut dire quoi? Je suis en train de lire, je trouve un mot, par exemple, OSI. Mais ce mot-là est cliquable. Ça veut dire c'est un lien. Derrière, il y a un lien. Je peux cliquer sur OSI et il peut m'envoyer vers un autre document qui me dit c'est quoi l'OSI. Ce document-là peut être sur une autre machine, sur un autre réseau et peut-être même dans un autre pays. Et on parle ici de navigation on est en train de surfer ou de naviguer sur l'Internet. Et l'avantage aussi, c'est que ça a rendu l'utilisation des commandes obsolètes plus ou moins. On peut naviguer sur Internet sans taper aucune commande. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est ce qui a donné, si vous voulez, plus de popularité à ce réseau Internet. Et donc, d'autres personnes ont commencé à se connecter à l'Internet, même lorsqu'ils ne sont pas des spécialistes. D'accord? Alors, après, on a développé, donc dans l'année 93-94, on a développé le premier navigateur. Parce que Tim Berners-Lee, il a développé le principe du World Wide Web, la toile d'araignée mondiale, c'est-à-dire on peut se déplacer, la notion d'hypertexte, etc. Mais après, il fallait un logiciel qui permet de mettre en œuvre cette idée-là. Et ce logiciel n'est autre qu'un navigateur. Le premier navigateur qui a été développé, c'est Mosaic. D'accord? C'est Mosaic. Il a été développé, il était bien sûr gratuit au départ. Les gens l'ont utilisé, ils ont trouvé que ça simplifie un navigateur. C'est ce que vous utilisez aujourd'hui pour naviguer. Il y a pas mal de navigateurs comme Safari, comme Firefox, comme Mozilla, comme etc. Le premier, c'était Mosaic. Et les gens qui ont développé Mosaic, une fois qu'ils ont vu le succès de ce logiciel, ils ont créé une entreprise qu'ils ont appelée
Alors, vous allez m'excuser un instant. Et donc, je devais répondre. Alors, on était justement en train de parler du développement du premier navigateur, Léo Mosaïque. Après, les gens de Mosaïque ont créé une entreprise qu'ils ont appelée Netscape. Ils ont développé le premier navigateur commercial, donc Netscape. Donc un Mosaïque qui était gratuit, mais bien sûr, il a été enrichi. Donc les gens qui ont développé Mosaic ont créé un autre qui s'appelle Netscape Navigator, LEOA, le premier navigateur commercial qui a été complété par plusieurs fonctionnalités pour le rendre attirant, pour qu'il soit bien sûr acheté et acquis par la plupart des entreprises et des établissements, etc. Donc après, bien sûr, il y a eu évolution au niveau des navigateurs. Là, je vous donnerai le début. Alors après, il y a eu intégration des données, l'ère de l'intégration des données, la voix, la vidéo, etc. On va parler de ça après. Donc avant, c'était des réseaux qui sont indépendants. Maintenant, on peut faire de la téléphonie sur IP, on peut faire de la vidéoconférence sur IP, ce qu'on est en train de faire, etc. Et ça, ce n'était pas possible avant. Alors, à la fin des années 90, début des années 2000, on a commencé à déployer IPv6. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à constater les problèmes et les limites de IPv4. Alors, l'autre fois, j'avais dit que parmi les grands problèmes du protocole IPv4, c'est la notion d'adresse, c'est le nombre d'adresses. Aujourd'hui, IPv4 est saturé. Le nombre d'adresses théoriques qui existent est presque consommé totalement. D'accord? Et c'est pourquoi il faut trouver des solutions. Alors, il y a plusieurs solutions de bricolage. On a parlé de DHCP, on va revenir sur ça. On va parler des NAT aussi. C'est important, c'est une solution qui a réglé le problème. Mais ça reste des solutions, on va dire, transitoires. À un certain moment, il faut régler le problème de manière radicale. Et comme ça, et la manière avec laquelle on va le résoudre d'une manière radicale, c'est le passage au protocole IPv6. Et ça, on va parler de ça. Donc, IPv4, il pose beaucoup de problèmes. Problème de l'adressage, nombre d'adresses qui commence à devenir insuffisant, on va dire. Puis, le problème de mobilité qui n'existait pas avant dans Internet de base, dans IPv4. Problème de sécurité, parce que Internet, lorsqu'il a commencé,
lorsqu'Internet a commencé, c'était seulement pour échanger des données simples, des messages, des mails. La principale fonction, l'application qui a été utilisée sur Internet pendant plusieurs décennies, c'était la messagerie électronique. Puis après, les transferts de fichiers, des fichiers de données simples. Mais aujourd'hui, on utilise Internet pour faire des achats, pour transférer de l'argent, pour faire des visioconférences, des échanges entre les banques et les entreprises, etc. Et donc ça exige de la sécurité, ça exige de la mobilité, ça exige un certain nombre de choses qui n'existaient pas, qui n'étaient pas prévues dans l'Internet de base. D'accord? Et c'est pourquoi, avec IPv6, on va essayer de régler tous ces problèmes. Les problèmes de l'adressage, de la mobilité, de la sécurité, etc. Alors, aujourd'hui, bien sûr, la suite, je me suis arrêté aux années 2000 parce que l'évolution, vous la connaissez, donc tout le monde aujourd'hui est connecté. On est dans l'ère de l'IoT, c'est-à-dire l'Internet des objets, ou l'Internet of Things, ou l'Internet of Everything, comme on dit parfois. Ça veut dire que tout est connecté à l'Internet aujourd'hui. Nous avons des voitures connectées, des machines, des ordinateurs connectés, des téléphones portables connectés, de l'électroménager connecté, des lunettes connectées, des montres de main connectées, etc. Vous voyez, donc on peut connecter tout à l'Internet. Donc le nombre d'utilisateurs, il double tout le temps sur Internet et c'est pourquoi justement toujours le passage à IPv6 est obligatoire. Donc là, c'est une question donc de temps. Alors là, vous avez donc l'historique. Là, on va revenir sur le concept de l'interconnexion rapidement. Donc le point de départ, les réseaux qui sont interconnectés sont de nature diverse. Donc on a dit que Internet, il est composé de plusieurs réseaux. D'accord? Internet, il est composé de plusieurs réseaux qui sont hétérogènes. Et on doit les interconnecter d'une manière transparente à l'utilisateur final. Les différences entre tous ces réseaux ne doivent pas apparaître à l'utilisateur. Donc l'utilisateur final, les monsieur tout le monde et madame tout le monde qui se connectent à Internet, ne doit pas voir ces détails. Pour lui, se connecter à Internet, c'est comme s'il se connecte à un seul réseau. Dans la réalité, ce n'est pas un seul, non, physiquement, il y a plusieurs réseaux. Alors, abstraction à chaque niveau de fonctionnalité. Donc, on utilise la notion de couche, de protocole, dont on a déjà parlé au niveau du modèle OSI. Ici, c'est le même principe. Donc, ça affranchit l'utilisateur des détails relatifs aux couches inférieures et finalement au réseau physique lui-même. Donc, il y a une couche physique qui cache les détails de l'interconnexion, etc. Au début, bien sûr, les premiers systèmes d'interconnexion ont traité le problème, si vous voulez, au niveau applicatif. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, par exemple, une application qui veut utiliser le réseau pour accéder à un service distant, qu'est-ce qu'elle fait? Il s'occupe de toutes les tâches. L'application elle-même. شنو كدير؟ كدير كل شيء. Il génère les données, et il va les constituer sous forme de paquets. Donc, كدير الخدمة ديال la couche transport et la couche réseau, puis après l'accès au réseau physique, puis il envoie les données, etc. Une application, il fait tout ça. Donc, la notion de couche n'est pas utilisée. Alors, les inconvénients de cette technique-là, c'est que les applications, lorsqu'elles interfacent elles-mêmes le réseau, donc ils sont directement confrontés au changement au niveau physique. C'est-à-dire, il est de l'eau. Si le réseau physique change, par exemple le fait d'utiliser un câble Ethernet plutôt qu'un câble paire torsadé ou bien une fibre optique ou bien l'air comme support, etc., l'application elle-même est touchée parce que c'est elle qui s'occupe de ces détails-là. D'accord? Donc ça, c'est le premier inconvénient. On est victime de toute modification au niveau physique.
une modification au niveau du réseau, l'application de hier, ça change. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que les applications se trouvent en haut, dans la couche application. Et ils n'ont pas une interface directe avec le réseau physique. Mais ils ont une interface avec la couche, par exemple, transport, qui elle-même a une interface avec la couche réseau, IP, et ainsi de suite. Et donc, s'il y a des changements au niveau de la couche la plus basse, l'application n'est pas au courant de ça et ne s'intéresse pas à ça. Deuxième inconvénient, plusieurs applications différentes sur une même machine dupliquent l'accès au réseau. Il y en a 2 ou 3 applications, ils vont refaire les mêmes traitements. Chaque application est indépendante de l'autre, alors qu'aujourd'hui, non. Les applications, ils communiquent avec une couche transport, كلهم. Donc, pas besoin il n'y a pas de redondance. Les applications, soit ils vont faire appel à TCP, soit ils vont faire appel à UDP. Et TCP et UDP, ils font appel à IP. Et IP, il fait appel au réseau. Donc, vous voyez, donc là, donc il y a une certaine indépendance de l'application et une certaine réutilisabilité, si vous voulez, des procédures d'accès au réseau. Lorsque le réseau devient important, un réseau fait plusieurs machines, on peut le faire, il a un réseau de petite taille. Mais lorsque le réseau devient de grande taille, ce qui est le cas d'Internet, ce qui est énorme, parce qu'il y a des millions de nœuds sur Internet, donc ça devient presque impossible d'écrire des applications qui s'occupent elles-mêmes de l'envoi des données, de la création des données, de la mise en paquet des données, etc. Parce qu'on ne sait pas combien de nœuds on va traverser pour atteindre la destination, comment sont ces nœuds-là, qu'est-ce qu'ils utilisent comme système, quelle est leur capacité mémoire, etc. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent dans ce cas, et c'est pourquoi la notion de couche s'impose. D'ailleurs, c'est le même principe qu'on a dit lorsqu'on avait parlé de la notion de couche au niveau de l'OSI. C'est le même principe. Alors, donc, bien sûr, la solution, c'est la notion de couches. Vous vous rappelez, l'exemple de 2 PDG de 2 entreprises, un au Maroc, l'autre en Chine, qui veulent communiquer entre eux, d'accord, en utilisant, bien sûr, ils utilisent un certain nombre d'intermédiaires, la secrétaire, le traducteur, le coursier, le transport, le moyen de transport qui peut être un bateau, un avion, etc. Tout ça, on avait parlé de tout ça pour dire que la notion de couche, c'est ça. Chaque couche, il a un ensemble de tâches, il communique avec les couches qui sont adjacentes. Donc, c'est ça l'intérêt de la structuration en couches. Dans TCP IP aussi, on a cette structure-là. D'accord? Donc, ça, on en a bien discuté avec l'OSI. Ici, c'est le même principe. D'accord? C'est le même principe. Il y a plusieurs couches, il y a des protocoles, etc. Alors, le concept maintenant de l'interconnexion. Donc, si on est convaincu qu'on a besoin de couches au niveau des machines qui veulent communiquer, maintenant, lorsqu'on a plusieurs réseaux qu'on veut interconnecter, donc le concept d'interconnexion d'Internet repose sur la mise en œuvre d'une couche réseau. C'est-à-dire que la couche IP, elle vient justement pour masquer, pour cacher les détails des réseaux physiques. Donc c'est pourquoi les 2 couches les plus basses qui sont plus proches du matériel et qui sont spécifiques aux réseaux locaux, réseaux physiques, la couche فوق منهم اللي هي la couche IP qui va cacher les détails. Et c'est pourquoi d'ailleurs au niveau physique on parle des adresses MAC ou bien physiques, et lorsqu'on monte vers le niveau réseau on parle d'adresses logiques. Parce que là, on est en train de construire un réseau logique, si vous voulez, au-dessus des différents réseaux physiques qui existent. D'accord? Donc, il masque les détails de la communication physique du réseau et détache donc les applications
des problèmes de routage, de transport de données, etc. Donc, l'interconnexion, c'est en fait faire transiter des informations depuis un réseau vers un autre réseau en utilisant des nœuds particuliers qu'on va appeler des passerelles, ou bien des gateways, ou bien des routeurs. Alors, un routeur, c'est un équipement, c'est une machine qui va permettre d'interconnecter deux réseaux physiques qui sont hétérogènes, en quelque sorte. Par exemple, le réseau de l'EMI, c'est un réseau local. Si je veux me connecter à un autre réseau, par exemple le réseau de Maroc Télécom, on doit avoir deux choses. On doit avoir un équipement d'interconnexion qu'on appelle un routeur qui va faire l'interconnexion et on doit avoir un logiciel IP, c'est-à-dire le protocole IP, installé sur ce routeur-là et qui va permettre d'interconnecter les deux réseaux. Donc c'est ça le concept de l'interconnexion. Maintenant, on arrive à la structuration en couches de TCP/IP. TCP/IP, comme on l'a déjà montré plusieurs fois auparavant, il est constitué de 4 couches. Donc, dans l'apparence, il y a 4 couches. Vous avez la couche application, la couche transport, l'effet TCP/UDP. Vous avez la couche Internet, ou bien la couche IP, et vous avez la couche accès réseau, liée à la couche la plus basse qui est en relation avec le réseau physique. D'accord? Alors, si on compare avec le réseau OSI, on va voir que le nombre de couches est inférieur. On va voir justement pourquoi. Alors là aussi, c'est une autre manière de présenter la pile de protocoles TCP/IP avec un peu plus de détails. La couche application, vous avez là des exemples de protocoles niveau applicatif, tels que par exemple FTP, HTTP, SMTP pour la messagerie. DNS, je vous avais dit tout à l'heure que DNS, il est en deux versions, une version basée sur TCP, une autre version basée sur UDP. Et d'ailleurs, qui ont le même numéro de port, qui est 50. 50 pour DNS ici, 50 pour DNS. Donc, mais malgré le fait qu'ils ont le même numéro de port, on les distingue par le protocole de transport utilisé. UDP ou la TCP. D'accord? Alors, après, vous avez la couche transport, l'effet allié de protocole TCP/UDP, vous avez la couche IP, la couche d'adressage logique. Et en bas, vous avez les différents réseaux physiques possibles, que ce soit votre LAN, c'est-à-dire le LAN d'IANA, ou un autre LAN, ou un autre WAN, ou Internet lui-même, etc. Donc, ça veut dire que là, c'est la partie réseau physique. Alors là, c'est un vis-à-vis entre les deux, entre TCP/IP et l'OSI. Et donc, vous voyez que on a 7 couches, on avait parlé de 7 couches. On parle de 4 couches, application, transport, Internet et accès réseau. Ça veut dire que les deux couches les plus basses, ici, liaison de données physiques, l'équivalent est là de la couche accès réseau, la network interface. Réseau ici, c'est Internet ici, ou bien IP. Transport, c'est transport, mais bien sûr, on a les protocoles juge, TCP, UDP. Non, on avait parlé de 4 protocoles. Et enfin, vous avez la couche application, qui est l'équivalent d'IL, les 3 couches, application, présentation et session. D'accord? Et là, on parle de couches basses, on a les couches hautes. D'accord? Les couches basses et les couches hautes. Il y a les couches qui sont orientées transport de données et il y a les couches qui sont orientées application qui s'intéressent à la sémantique des données, etc. Alors, si on compare les similitudes rapidement, vous avez les deux modèles qui utilisent la notion de couche, parce qu'elle est obligatoire en quelque sorte. Ils comprennent tous les deux, une couche application, bien que
la couche application de l'OSI, mais il y a la couche application de TCP/IP. Elle est plus épaisse dans TCP/IP parce qu'elle englobe les deux autres couches. Tous deux comportent des couches réseau et transport comparables. Tous deux supposent l'utilisation de la technologie de commutation de paquets. Donc, la commutation de paquets dans l'OSI et dans TCP/IP, et non pas la commutation de circuits ou bien de messages. Et bien sûr, les professionnels des réseaux, les spécialistes, doivent connaître les deux modèles. L'un, c'est un modèle théorique, l'OSI, et c'est le modèle de référence. Ou l'autre, c'est un modèle qui est pratique, qui est utilisé dans le réseau Internet qu'on utilise tous les jours. Alors, les différences, TCP/IP intègre la couche présentation et la couche session dans sa couche application. Je mets donc bien les trois couches sont regroupées dans une seule couche. Alors, couche liaison physique et liaison de données de l'OSI sont regroupées au sein d'une même couche. Et TCP/IP, bien sûr, sont plus simples parce qu'il a moins de couches. Et TCP/IP constitue la norme sur laquelle s'est développé Internet. Où le modèle TCP/IP a bâti sa réputation sur ces protocoles-là. Et surtout sur le fait que l'Internet l'utilise aujourd'hui tout le monde. Tout le monde utilise ce réseau-là qui est basé sur TCP/IP. Alors, le modèle OSI, par contre, il est resté comme un modèle théorique, comme un modèle de référence pour les développeurs, pour les spécialistes des réseaux, qui leur permet justement d'avoir une référence à laquelle on revient à chaque fois, si on veut faire des comparaisons, etc. Alors maintenant, un parcours rapide des 4 couches de TCP/IP. La première, en commençant par le haut, c'est la couche application. Dans cette couche-là, on va retrouver les fonctionnalités des 3 couches de l'OSI, à savoir session, présentation et application. Si vous vous rappelez, on avait dit que les couches session et présentation s'intéressent à un certain nombre de choses, chacune, plus la couche application. Ici, on va retrouver tout ça dans la couche application. D'abord, les protocoles de haut niveau, ils sont à ce niveau-là, niveau application. Les questions de représentation de données et de codage qui sont pris en charge par la couche présentation au niveau de l'OSI, ils sont ici dans la couche application. Le contrôle de dialogue, qui est la couche session, ici, il est pris en charge aussi par la couche application. Donc, le modèle TCP/IP, il regroupe les 3 couches dans une même couche. Alors, les raisons pour cela, en fait, c'est parce que, historiquement, Internet n'avait pas besoin de compresser les données, n'avait pas besoin de crypter les données, n'avait pas besoin d'avoir plusieurs codages différents, etc. Parce qu'au départ, Internet était un petit réseau. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a démarré avec 4 nœuds au départ. Et aujourd'hui, on est à des centaines de millions de nœuds sur Internet et par conséquent, on est obligé de traiter ces aspects-là. Alors, la couche transport, c'est une couche qui s'intéresse aux questions de qualité de service, telles que la fiabilité, le contrôle de flux, le contrôle d'erreur. On avait parlé de ça au niveau liaison de données, si vous vous rappelez, et je vous avais dit qu'on retrouve ces mêmes concepts au niveau transport, mais bien sûr de bout en bout, d'accord, entre la source et la destination. Et dans TCP/IP, comme on l'a déjà dit, il y a 2 protocoles de transport, il y a TCP, il y a UDP, et on avait dit que l'un est orienté connexion fiable, c'est TCP, l'autre il n'est pas orienté connexion, il n'est pas fiable, c'est UDP, et on avait dit on a besoin des deux, parce que les applications ont des exigences différentes, et parfois on a besoin de TCP, si on a besoin de fiabilité, mais si on a besoin de rapidité, de temps réel, etc., là c'est UDP qui s'impose. Alors, la couche Internet ou bien la couche réseau, c'est l'équivalent en fait de la couche réseau du modèle OSI dont on a déjà parlé. Donc, on va retrouver les mêmes fonctionnalités, la constitution de paquets, l'adressage logique, etc. Le routage statique, tout ça est fait par la couche IP, la couche Internet.
D'accord? Donc, le protocole qui régit cette couche, c'est le protocole IP. L'identification du meilleur chemin, c'est-à-dire le routage et la commutation de paquets se font à ce niveau-là. Et cette couche-là, elle est constituée principalement du protocole IP, mais qui est complétée par d'autres protocoles dont on a déjà parlé, à savoir ICMP pour le contrôle, les messages de contrôle et les messages d'erreur, et ARP pour la résolution d'adresse. Donc, adresse logique vers adresse physique. Alors, la couche accès réseau, ou la couche NI, la Network Interface. Donc, c'est une couche qui est, on peut dire, un fourre-tout. Elle permet de contenir l'équivalent de la couche physique et la couche liaison de données au niveau OSI, dont on a déjà parlé. Donc, c'est une couche qui se charge de tout ce dont un paquet IP a besoin pour établir une liaison physique. D'accord? Donc, cela comprend les détails sur les technologies LAN et WAN, ainsi que tous les détails dans les couches physiques et liaison de données du modèle aussi. Donc, en fait, c'est l'équivalent de la couche physique ou la couche liaison de données. Je fais les deux couches les plus basses en détail au niveau de l'OSI, HDLC par exemple, LAP-B, etc. On va retrouver les mêmes concepts. Bien sûr, différemment, mais c'est les mêmes principes. Alors, pour finir ce chapitre, on va parler de la normalisation d'un TCP/IP au niveau de l'Internet et on va insister sur, si vous voulez, principalement deux choses. La première, c'est l'IETF, l'IRTF, la notion de RFC. Alors, dans l'Internet, la plupart des protocoles, chaque protocole en fait est décrit par un document. D'accord? Il est décrit par un document qu'on appelle RFC, ou bien Request for Comment. C'est en fait un document qui décrit le protocole en détail. C'est le standard en quelque sorte. D'accord? Si quelqu'un veut connaître un protocole en détail, il suffit d'aller consulter le RFC qui correspond à ce protocole. Chaque protocole, par exemple, la IP, V4, qui est un protocole qui le décrit, un document qui le décrit, le RFC, pardon, le RFC 791. Si vous googlez, si vous cherchez le document, vous allez trouver un document qui vous décrit le protocole IP en détail. Sinon, vous pouvez aller vers le site de l'IETF, qui est un comité de l'IAB. L'IAB, c'est l'Internet Activity Board, qui encadre l'IETF et l'IRTF. Ce sont deux comités, on les appelle des task force, qui travaillent sur l'évolution de l'Internet. Donc là, il y a des ingénieurs, des chercheurs, des enseignants, etc., universitaires, qui travaillent sur l'évolution de l'Internet. Ils développent des protocoles et ils vérifient, ils valident les protocoles qui sont développés par la communauté. Et en même temps, ils les testent, etc., avant de les mettre en place sur Internet. Et à chaque fois qu'il y a un protocole qui a été accepté et normalisé, on le décrit par un RFC. Donc souvent, lorsqu'on va parler de protocole, on va donner un RFC pour chaque protocole avec un numéro qui le décrit. Voilà un exemple par exemple, protocole IP, le RFC qui le décrit, c'est 791. Si vous cherchez RFC 791, vous risquez de trouver le document, le standard qui décrit le protocole. Et ça contient tous les détails sur ce protocole. L'idée, c'est ce document-là, normalement, et c'est un document technique, très technique, il donne toutes les informations sur le protocole parce que c'est destiné aussi pour ceux qui veulent programmer ce protocole-là, qui veulent le mettre en œuvre, le développer, etc. D'accord? Et ça, vous pouvez le trouver sur le site de l'IETF,
qui contient les documents, les standards de l'Internet. Donc RFC, c'est un document officiel de l'Internet. Bien sûr, il y a des RFC qui sont obsolètes, il faut faire attention à ces documents, ce n'est pas la peine de les voir. Ça décrit des protocoles qui ne sont plus utilisés aujourd'hui. Tout à l'heure, par exemple, on a parlé du protocole NCP, qui a été remplacé par le protocole TCP. Les années 70, début des années 80, il y avait un protocole de transport qui s'appelle NCP. Ce protocole n'existe plus, il est dépassé, il est obsolète, parce qu'il a été remplacé par TCP. Mais si vous allez chercher, vous pouvez trouver le RFC qui le décrit aussi. Mais c'est un document historique pour l'histoire. Il ne sert à rien de le voir aujourd'hui parce qu'il n'est plus utilisé, ce protocole. D'accord? Et si vous voulez, un RFC, un standard de l'Internet, il passe par plusieurs statuts. D'accord? Au départ, et c'est ce qui a fait d'ailleurs le succès de l'Internet, c'est que les chercheurs ont fait collaborer l'ensemble de la communauté scientifique. Avant qu'un Internet qui s'appelait ARPANET, il était un peu confidentiel. Mais les gens qui l'ont conçu. Mais lorsqu'il est devenu Internet et tout le monde le connaît, les chercheurs ou les concepteurs de l'Internet ont fait participer tout le monde. Et chercheurs dans le monde, et ingénieurs, n'importe qui peut participer à l'évolution de l'Internet. S'il a une idée ou un protocole qu'il développe, qu'il veut développer ou qu'il a développé, etc., il peut le proposer à l'IETF ou bien à l'IRTF et ils vont voir si c'est un protocole qui permet de, je sais pas moi, de faire évoluer un protocole existant, l'améliorer ou résoudre un problème qui se pose sur Internet, etc. Si ces comités-là trouvent que ce protocole-là ou cette proposition-là est intéressante, ils peuvent l'accepter et ça devient éventuellement un standard. C'est comme ça, il y a pas mal de standards qui sont développés de cette manière-là. C'est des propositions de gens dans le monde qui proposent des choses. Par exemple, donc les différentes étapes par lesquelles passe un RFC, un document, il peut être required, c'est-à-dire obligatoire, d'accord, qu'il y a des protocoles qui sont obligatoires sur l'Internet, forcément ce n'est qu'on est installé sur une machine pour qu'il puisse fonctionner correctement, qu'il y a des protocoles qui sont recommended, c'est-à-dire recommandés, il n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé. Il y a des protocoles qui sont électifs, c'est-à-dire qui sont au choix, donc on peut les avoir comme on peut ne pas les avoir. Il y a des protocoles qui ont le statut limited use, c'est-à-dire expérimental. Ça veut dire qu'il existe, il est passé par l'état de l'expérimentation, mais il n'a pas été adopté. D'accord? Donc, on peut le voir, etc. Mais on n'est pas obligé de l'avoir. Et qui est not recommended ou bien obsolète. Ça veut dire qu'il n'existe plus. D'accord? On ne va pas le trouver sur Internet. Mais historiquement, il a été utilisé à un certain moment. Donc là, il est là pour des raisons d'archivage, tout simplement. Donc, un standard, il peut avoir plusieurs statuts possibles à des instants différents. Voilà, donc là, c'est une introduction générale qui nous a parlé un petit peu de la pile de protocoles TCP/IP et de l'Internet et qui nous a donné une idée sur ce qu'on va faire dans ce cours-là. Donc, une fois l'introduction générale terminée, on vient de la terminer, là, on va passer pour parler de la première partie de notre premier élément de module. Parce que ce cours-là, il est composé de deux éléments de module en quelque sorte. Ce module-là, il est fait juge, kin, bien sûr, le cours LAN et interconnexion, d'accord, réseaux locaux et interconnexion.
Ok, le cours TCP/IP. Ok, bien sûr, le TP. Donc, il y a trois choses en fait. Le TP, normalement, ça vous peut le citer. Donc, là, on a fait l'introduction générale, dans laquelle on a parlé de l'Internet, les protocoles de l'Internet. ولكن احنا قلنا بأن Internet, physiquement, il est composé de quoi? Il est composé de plusieurs réseaux physiques. Donc, la première partie de notre cours, on va attaquer les réseaux qui composent l'Internet. Je nomme les réseaux les réseaux locaux, les réseaux physiques qui composent Internet. Et donc, ça, c'est le premier élément de module qui s'appelle réseaux locaux et interconnexion. Alors, donc, on va commencer, parce qu'on a encore un petit quart d'heure. Donc, on va commencer à parler de notre premier élément de module, les réseaux locaux et interconnexion. D'accord? La partie a dit, je vous l'avais envoyé par mail aujourd'hui. Vous faites une deuxième partie dialogue que je vous enverrai par la suite. Donc là, réseaux locaux et interconnexion. Alors, dans cet élément de module-là, on va parler bien sûr des réseaux locaux, on va donner la définition, les caractéristiques, la notion de câblage dans les réseaux, les méthodes d'accès et la notion d'adressage. Et on va parler de cas particuliers de réseau, en particulier Ethernet et Token Ring. Les deux réseaux locaux les plus connus et les plus utilisés. On va s'attarder plus sur Ethernet parce que Ethernet, c'est de loin le réseau le plus utilisé, le réseau local le plus utilisé dans le monde aujourd'hui. Et on va, pour des raisons historiques aussi, parler de Token Ring qui est un concurrent d'Ethernet. Alors après, on va parler de l'interconnexion des réseaux locaux. En particulier, on va parler des équipements d'interconnexion, les hubs, les switches, etc. Et puis à la fin, on va terminer avec les réseaux sans fil et les VLAN. Alors, commençons par la définition. Donc, les réseaux locaux informatiques, ce qu'on appelle les LAN, Local Area Network, ou bien les RLE, sont destinés principalement aux communications locales. Donc, on a déjà parlé un petit peu de ça auparavant. On avait dit qu'un réseau local, normalement, c'est un réseau qui est limité géographiquement. Il appartient à une entité donnée, qui peut être une entreprise, une administration, une école, etc., sur quelques kilomètres. Les LAN, ils offrent des débits en général élevés, d'accord, de quelques mégabits par seconde à quelques gigabits par seconde aujourd'hui, d'accord. Donc là, vous avez un schéma qui classifie un petit peu les réseaux. Vous avez, en commençant par les réseaux personnels, d'accord, ce sont des réseaux autour d'une personne. Donc c'est par exemple lorsque vous connectez votre téléphone portable avec votre voiture ou là avec des écouteurs ou bien avec, je ne sais pas moi, un engin, une tablette, etc. C'est autour d'une personne. C'est des communications de quelques mètres, d'accord, et qui utilisent des technologies un petit peu orientées communication personnelle comme Bluetooth, comme infrarouge, comme Zigbee, etc. Puis après, vous avez les réseaux locaux qui sont un peu plus grands, d'accord, dont on va parler dans ce cours-là. Après, vous avez les réseaux métropolitains, donc les réseaux de l'ordre d'un campus, d'une ville, etc. Vous avez après les WAN, pardon, ou bien les réseaux longue distance. Alors, entre les deux, vous avez les RAN, mais c'est un peu, soit on les met ici, c'est-à-dire avec les WAN, soit on les met avec les réseaux métropolitains, mais ils ont les mêmes caractéristiques un peu que les réseaux MAN. Donc là, c'est une classification. Donc, on voit ici les réseaux locaux et leur emplacement parmi les autres types de réseaux. Alors,
on distingue deux grands domaines d'utilisation d'application des LAN. Il y a l'informatique et l'industrie. Les réseaux locaux, en général, sont utilisés au niveau informatique, mais aussi au niveau industriel. Souvent, on parle de RLE et RLI. RLE, c'est réseau local d'entreprise, généralement informatique, et RLI, c'est réseau local industriel. Parce que dans une usine, je ne sais pas moi, de fabrication de voitures ou bien, etc., les chaînes de distribution, etc., on utilise des réseaux locaux aussi, qui ont des caractéristiques un peu différentes des réseaux d'entreprise, qui permettent d'interconnecter un certain nombre d'équipements, etc., pour soit surveiller la chaîne de distribution, la chaîne de production dans une usine, etc. Alors, les réseaux informatiques utilisent bien sûr un certain nombre de choses, la messagerie, les systèmes donc de répartition de fichiers, le transfert de fichiers, le partage de données, le partage de périphériques, de ressources matérielles, etc. On utilise des terminaux virtuels, etc. Donc, tout ça, c'est des applications qu'on utilise dans un réseau local informatique. Donc, un réseau local informatique, il a des caractéristiques qui sont spécifiques, telles que, par exemple, il exige un débit qui est élevé, ce qui n'est pas le cas des réseaux locaux industriels, et des contraintes de temps qui sont souples. D'accord? Dans un réseau local, parce qu'envoyer un mail, alors parfois on a besoin d'accéder dans une banque, accéder à un serveur pour faire la sauvegarde, le backup de toutes les transactions de la journée. Et là, ça demande un débit qui soit élevé pour que ça puisse se faire pendant quelques heures avant de démarrer la journée suivante. Donc, généralement, on fait ça la nuit. Et donc là, ça exige un débit qui est élevé. Par contre, il y a un réseau local industriel, un RLI. Là, les exigences sont différentes. Là, le débit n'est pas forcément, on n'exige pas un débit qui est grand. Pourquoi? Parce que généralement, ce qui est envoyé, c'est des commandes. On envoie un ensemble de commandes à des engins ou à des équipements qui vont faire des actions particulières, par exemple, pour placer un boulon, pour visser un vis ou autre, etc. Et donc, l'information qui est envoyée est de petite taille. Donc, le débit n'est pas forcément élevé, comme c'est le cas des réseaux locaux informatiques. Mais par contre, il y a une exigence au niveau du temps, parce qu'il faut qu'il y ait une synchronisation. Imaginez une chaîne qui fait déplacer, par exemple, des voitures et on veut visser les portières de chacune des voitures. Ou là, imaginez par exemple une bande qui fait passer des bouteilles. On doit remplir les bouteilles et bouchons et faire visser pour la fermer avec des bouchons, etc. Mais d'une manière un peu régulière et rapide. Donc ça passe dans le temps et donc là l'exigence de temps est importante. D'accord? Il y a donc une exigence en temps réel pour pouvoir transmettre un certain nombre de commandes ou bien des mesures, etc., de manière fréquente et régulière. La fiabilité est un facteur aussi important, mais qui est difficile à réaliser dans les réseaux locaux industriels. Pourquoi? Parce que généralement, dans une usine, c'est un endroit, c'est une zone qui est un peu, on va dire, bruitée. Donc, il y a du bruit, etc. Et ça peut influencer, ça peut agir sur la fiabilité des données qui sont échangées dans le réseau. D'accord? Et c'est pourquoi donc donc on voit ici qu'il y a les contraintes ne sont pas les mêmes, les exigences ne sont pas les mêmes, etc. Alors, les objectifs des réseaux locaux, il y a plusieurs objectifs, il y a plusieurs besoins. Alors, il y a les besoins qui sont liés à l'informatique, donc le partage des ressources, l'accès à distance aux serveurs de données, le partage de logiciels, etc. Les besoins liés à l'automatique, la commande de machines
à distance, échange avec des capteurs, des actionneurs, etc., la télésurveillance, etc., pour surveiller une chaîne de production. Les besoins liés à la communication, c'est-à-dire la messagerie, le travail collaboratif, etc. Alors, les LAN se distinguent des WAN par trois caractéristiques. La première, c'est la gestion autonome. Un réseau local, c'est un réseau qui est privé. Il appartient à une entité, contrairement à un WAN qui est public. Donc, un LAN, il appartient. Par exemple, on parle du LAN de l'EMI, le réseau local de l'EMI, le réseau local du ministère de l'enseignement, par exemple. Alors, il est privé, il appartient à une entité particulière, il est autonome, c'est-à-dire il doit être géré par cette entité. D'accord? Le réseau local de l'EMI appartient à l'EMI, donc c'est à l'EMI de l'administrer, d'acheter le matériel nécessaire, etc. Et il y a bien sûr plusieurs solutions sur le marché dont on parlera par la suite. C'est un réseau à diffusion, deuxième caractéristique importante. Un réseau local, c'est un réseau à diffusion et à support partagé. Donc le support, il est partagé. Par exemple, prenez un réseau comme Ethernet. Le réseau Ethernet, le support d'ILO, c'est sous forme d'un bus. Et donc les machines sont connectées sur ce bus-là. Et donc toute l'information qui circule sur le bus, elle est partagée. D'accord? Et l'information, elle est diffusée aussi. Vous pouvez aussi prendre l'exemple que peut-être plus parlant, c'est un réseau sans fil. Si vous avez un point d'accès donné, le point d'accès et les machines qui sont connectées sur ce point d'accès, ils utilisent un même support qui est l'air. Les machines qui sont dans l'endroit donné, dans la zone donnée, utilisent le même support, l'air. Et lorsqu'on envoie quelque chose, le message est envoyé sous forme d'ondes qui sont diffusées dans l'air et tout le monde peut capter l'information. C'est pourquoi d'ailleurs on va parler après de cryptage, etc., pour des raisons de sécurité, de confidentialité, etc. Et la transmission générale se fait en bande de base. D'accord? Donc, les trois caractéristiques principales d'un réseau local. Alors, les conséquences des particularités techniques des LAN sont les suivantes. Alors, première conséquence, c'est qu'il y a des problèmes des accès concurrents, puisque le support est un support partagé par tout le monde, et donc il y a des conflits qui peuvent se faire entre les différentes machines. Imaginez un réseau en bus, d'accord? Vous avez un bus, vous avez plusieurs machines qui sont connectées à ce bus-là. Un câble auquel sont connectées l'ensemble des machines. Donc, lorsque deux machines communiquent en même temps, il y a risque de collision entre ces différentes, entre les messages, entre les signaux qui sont émis par ces différentes machines, puisque le support est unique et il est partagé par tout le monde. Donc, il y a le problème qu'on appelle d'accès concurrent. Et donc, il faut trouver une technique ou bien un protocole qui permet de régler ce genre de problème. D'accord? Et en général, ce protocole-là, ou cette technique de partage du support, il est pris en charge par le protocole, par la couche liaison de données. On va voir ça après. Là, on parle des généralités, mais après, on va prendre le cas de Ethernet et on va voir comment tous ces problèmes sont résolus. Alors, l'autre problème, c'est le problème de confidentialité et de sécurité, dont je viens de parler aussi. Puisque l'information est diffusée, alors ça veut dire que tout le monde peut la capter. Et si tout le monde capte l'information, donc il y a plus de confidentialité. Et donc c'est pourquoi il faut penser à crypter l'information avant qu'elle soit envoyée sur le réseau. Imaginez que, par exemple, quelqu'un qui veut se connecter à un serveur, donc il va taper son login et son mot de passe. Le mot de passe circule sur le réseau et par conséquent, il risque d'être capté par tous les gens qui sont connectés au réseau. Donc, il faut, avant d'envoyer le login et le mot de passe, il faut les crypter avant de les envoyer sur le réseau. Et comme ça, même s'ils sont captés par d'autres machines, ils ne peuvent pas être
compris ou bien utilisé. Donc, c'est ça les conséquences qu'il faudrait régler. Bien. Alors là, on va commencer à parler des caractéristiques des réseaux locaux. Et pour cela, je vais donc peut-être m'arrêter là et vous laisser partir parce que c'est une journée qui était un peu longue. J'avais cours depuis 8 heures du matin. Et donc, on va s'arrêter là et continuer la prochaine fois, toujours sur les réseaux locaux. On va parler des caractéristiques de ces réseaux-là. Alors, est-ce qu'il y a des remarques ou là, des questions sur ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? Bien, alors donc, bon courage et à la prochaine fois. À lundi.